Bienvenue à nouveau. Le professeur Jeffrey Sachs nous rejoint aujourd'hui pour discuter, de ce qui semble être le délitement du monde. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Ce sont des moments dramatiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Absolument incroyable. Nous constatons à présent que nous sommes entrés dans la deuxième semaine de la guerre contre l'Iran. L'opération de changement de régime ne se déroule manifestement pas comme prévu. Quelle te semble être la stratégie des États-Unis maintenant qu'ils ont échoué dans leur objectif initial? La stratégie est un grand mot quand il s'agit de Donald Trump. Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie. Nous ne savons pas vraiment. Et bien sûr, en temps de guerre, on ne va pas nous dire ce qui se passe en coulisses. Mais ce que nous pouvons constater, c'est une immense confusion. Confusion sur les attentes quant à ce qui allait se passer, confusion sur les objectifs de guerre, confusion sur la situation réelle sur le terrain. Le brouillard de la guerre est la comparaison habituelle. Et je pense que nous sommes complètement plongés dans ce brouillard en ce moment à Washington. Le seul canal public dont nous disposons, ce sont les publications de Donald Trump sur Truth Social, les divagations d'un fou. Et cela fait aussi partie de ce que nous vivons. Nous avons une guerre d'une grande dangerosité et complexité, et nous avons un président qui est, à mon avis, mentalement déséquilibré. On me met sans cesse en garde contre l'illusion du contrôle de l'escalade, car c'est précisément ce qui pourrait nous mener à une troisième guerre mondiale, étant donné que ce conflit se propage rapidement et échappe largement à tout contrôle. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une guerre en Iran. Nous voyons l'Iran revendiquer des frappes contre des bases américaines dans plusieurs pays, tout en niant les attaques contre l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan et la Turquie, ce qui ne semble pas très cohérent. Il se peut bien sûr que les États-Unis et Israël cherchent à impliquer des forces par procuration. Nous n'en savons rien. Mais nous savons que les États-Unis arment et recrutent des combattants kurdes comme force supplétive dans la guerre. Et il y a maintenant des arguments selon lesquels la Russie fournirait des renseignements à l'Iran, ce dont je ne suis pas certain, mais cela semble probable. Tout comme les États-Unis fournissent des renseignements à l'Ukraine. De plus, après les frappes de décapitation contre l'Iran, Moscou subit une immense pression pour rétablir sa capacité de dissuasion face à de nouvelles attaques de l'OTAN, tandis que les Européens parlent d'augmenter le nombre d'armes nucléaires, à la fois en quantité et en les répartissant davantage. Sommes-nous déjà en train d'entrer dans une troisième guerre mondiale? Nous sommes probablement aux premiers jours de la Troisième Guerre mondiale, et la question est de savoir si elle peut être contenue. Mais nous sommes déjà dans une guerre mondiale, car un conflit est en cours dans l'hémisphère occidental. Même si l'attention est tournée vers l'Iran, Trump laisse entendre, de manière à peine voilée, que les États-Unis prendront Cuba, et cela pourrait très bien se produire. La guerre en Ukraine, bien sûr, se poursuit. La guerre au Moyen-Orient s'étend désormais à toute la région. Les combats entre le Pakistan et l'Afghanistan sont peut-être liés d'une manière ou d'une autre à tout cela. Un navire de guerre iranien a été coulé au large des côtes de l'Inde. Pour toutes ces raisons, des affrontements ont lieu partout dans le monde. Les conflits sont au moins vaguement liés, même si nous ne savons pas à quel point ils le sont réellement. Une partie de la stratégie américaine semble consister à tenter de coincer et de contrôler les marchés de l'énergie. Ça ne fonctionne pas très bien, car les approvisionnements énergétiques sont détruits d'heure en heure. Et donc nous entrons également dans une crise
énergétique mondiale qui risque d'être extrêmement grave. Et, comme on dit, ça n'a pas encore été pris en compte par les marchés. C'est la manière habituelle dont les événements mondiaux cataclysmiques sont transformés en jargon financier. Mais le fait est que nous allons entrer dans une crise énergétique d'une gravité exceptionnelle. Cela portera un coup considérable à l'Europe, cela menacera profondément les pays asiatiques, cela signifiera probablement une extension de la guerre. Donc il ne fait aucun doute, enfin, je ne devrais peut-être pas dire aucun doute. Je serais absolument stupéfait si la Russie et la Chine ne soutenaient pas l'Iran. Pourquoi ne le feraient-elles pas? Elles entretiennent une relation stratégique avec l'Iran. La Chine dépend de l'Iran pour son pétrole. Les États-Unis sont pratiquement en guerre avec la Chine, et une grande partie de ce que font les États-Unis vise en réalité la Chine. Par exemple, couper l'approvisionnement en pétrole vénézuélien vers la Chine. Cherchez maintenant à couper l'approvisionnement en pétrole russe vers la Chine, bien que la dérogation ait été levée à cause du chaos, et tenter de couper les livraisons iraniennes vers la Chine. Donc si la Chine ne soutient pas l'Iran, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans tous nos manuels, c'est certain. Si la Chine restait les bras croisés et laissait les États-Unis prendre le contrôle du monde, ce serait pour le moins étrange. Oui, eh bien, cet effort pour prendre le contrôle des marchés mondiaux de l'énergie est très flagrant. Je veux dire, je viens de regarder un extrait sur Fox News où il disait « Oui, quel que soit le prix que nous payons dans cette guerre, il sera largement compensé par les immenses bénéfices une fois que nous aurons aussi pris le contrôle du pétrole iranien. » Et cela m'a fait penser à l'article que vous avez écrit récemment, dans lequel vous souteniez que l'attaque américano-israélienne contre l'Iran est également une attaque contre les Nations Unies. Et en effet, le droit international a évidemment déjà été violé par le passé. Mais aujourd'hui, il ne semble même plus y avoir de prétention à le respecter. En fait, il semble y avoir une sorte de fierté à l'ignorer. Par exemple, Pete Hegseth rejette les règles d'engagement comme étant politiquement correctes et faibles. Il semble donc y avoir des efforts presque directs pour démanteler le droit international, comme le souligne clairement le Conseil pour la paix. Je me demandais si vous pouviez développer cet argument. Eh bien, le gouvernement américain sous Trump, mais je dirais plus généralement, bien que de manière spectaculaire sous Trump, méprise l'ONU, veut la détruire, cherche à la tuer à la fois par 1000 coupures et par un coup dévastateur. Si vous croyez être l'hégémon du monde, comme l'empereur Donald le croit, alors tout ce qui tente, à la manière des Lilliputiens, de vous retenir est pathétique. Ils veulent donc écraser les Nations Unies. Et ils ont été absolument clairs à ce sujet. Plus tôt cette année, les États-Unis se sont retirés de plus de 30 agences de l'ONU. Les États-Unis ont répudié des traités et des objectifs fondamentaux de l'ONU. Nous avons assisté à la fin des accords de contrôle des armements nucléaires qui faisaient partie du système onusien. Les États-Unis ne payent pas leur contribution aux Nations Unies. Les États-Unis ne respectent pas les institutions des Nations Unies. Et il est clair qu'au moins Trump et ce gouvernement américain, et je dirais la CIA et l'État profond de manière plus générale, visent l'hégémonie mondiale, alors que l'ONU représente le contraire de cela. Enfin, peut-être pas tout à fait le contraire, mais elle repose sur la corresponsabilité avec d'autres pays, et les États-Unis n'acceptent pas cela, la corresponsabilité avec qui que ce soit. Ainsi, tout ce qui est fait méprise complètement l'ONU. Et si le sujet est abordé, que ce soit par Hegseth ou par la Maison-Blanche, ce ne sont, comme vous l'avez dit, que de pathétiques politesses dans un monde de puissance. Nous n'avons pas vraiment vu une telle brutalité de sentiments, de rhétorique et d'action depuis 1945, de la part de quiconque d'ailleurs, que ce soit l'Union soviétique,
les États-Unis à une époque antérieure ou tout autre pays. Rien d'approchant. Chaque année, avec mes collègues, je calcule un indice de multilatéralisme aligné sur l'ONU, que nous publions dans le rapport sur le développement durable. Et même avant cette guerre, les États-Unis, de loin et sans aucune comparaison possible, Glenn, étaient le pays le moins aligné sur les Nations Unies parmi les 193 États membres en termes de participation au processus onusien, y compris les votes à l'Assemblée générale, où les États-Unis votent presque toujours dans une infime minorité, avec Israël, le Paraguay et quelques autres pays, à l'encontre de la volonté du reste du monde. En ce qui concerne la non-signature ou le retrait de traités, les États-Unis agissent tout simplement comme un État voyou ou cherchent à détruire l'ONU. Disons-le ainsi. Et tout cela s'est accéléré ces dernières semaines. Ce qui est troublant, si je peux employer un terme modéré car j'aimerais en utiliser de plus fort, c'est que l'Europe est totalement complice de cela. L'Europe ne montre pas la moindre parcelle de soutien au système des Nations Unies, à ses processus, ni, surtout, à la Charte des Nations Unies. Le cœur de la Charte des Nations Unies, le but même que l'on trouve dans le préambule et dans les premiers articles, est d'empêcher l'usage de la force et la menace de la force d'une nation contre une autre. C'est l'essence même de tout le système onusien. L'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, que j'encourage chacun à consulter et à lire, stipule qu'aucune nation ne peut menacer ou recourir à la force contre une autre nation. C'est simple. Et comme le précisent les premiers mots de la Charte des Nations Unies, il s'agit d'empêcher le fléau de la guerre. Eh bien, nous avons un président américain qui croit que les États-Unis dirigent le monde et que la violence est un instrument essentiel pour y parvenir. Et si les pays ne se plient pas aux exigences américaines, ce que Trump appelle une reddition inconditionnelle, allant jusqu'à choisir lui-même le nouveau dirigeant de l'Iran, alors la force continuera d'être utilisée jusqu'à ce que ce résultat soit atteint. C'est dans la lignée d'Hitler, de Napoléon ou d'autres acteurs délirants qui pensaient pouvoir le faire. Mais même dans ces cas antérieurs, ils ne croyaient pas diriger le monde. Ils visaient à dominer leur voisinage. Ils visaient à dominer l'Europe. Hitler visait l'espace vital dans les terres slaves. La rhétorique et le comportement de Trump montrent qu'il croit qu'il dirige le monde. D'ailleurs, il le croit autant sur le plan personnel que politique. Et je n'exagère pas, ce n'est pas le syndrome d'obsession anti-Trump, c'est simplement son comportement manifeste. Cet homme est cinglé, et cela se voit. Il présente tous les traits de la mégalomanie, de la grandiosité, du narcissisme. Et il est d'ailleurs tout à fait clair que les processus gouvernementaux américains, où la politique étrangère des États-Unis est généralement dirigée par la CIA, sont actuellement mis à rude épreuve, car ils n'arrivent pas à suivre cette folie. Il y a donc beaucoup d'imprévisibilité et beaucoup de danger dans ce qui se passe, car nous avons un mélange de grandiloquence américaine, qui est un trait profond des États-Unis. C'était vrai sous Bush Jr., Obama et Biden. Mais avec Trump, cela ajoute à la grandiloquence et au militarisme institutionnel habituel des États-Unis une illusion personnelle de leadership. Nous le savons par l'histoire. Ce n'est pas la première fois. C'est toutefois la première fois à l'ère nucléaire. Nous n'avons jamais connu une situation semblable à l'ère nucléaire. Et je dirais que le monde est dans une situation plus dangereuse qu'il ne l'a jamais été. Point final.